Merci Yuri, je te remercie. Et je vais cliquer, hop, partager mon écran pour parler de ma partie. Vous me dites si vous ne voyez pas. Il faut que je mette ça Oui, on voit. comme ça. Très bien. Bon, d'abord, je voudrais remercier tous ceux qui ont participé à monter ce webinaire. La Chambre de commerce du Brésil en France, Yuri qui a eu la gentillesse de faire appel à moi. J'aime bien ce genre de présentation parce que ça m'oblige à mettre un peu mes idées euh, en place. Ça me force à mettre en forme. Et là, l'objectif pour moi, c'était de présenter un peu la scène brésilienne de start-up parce que je pense qu'on a depuis la France des idées un peu fausses. Euh, et trompeuse sur comment ça se passe ici dans le digital, parce que le Brésil fait des choses assez étonnantes. Et avant de rentrer dans des chiffres et dans des détails, je voudrais commencer par illustrer ça, commencer par un symbole qui est le symbole de Nubank. Donc, je ne sais pas parmi vous, parmi nos auditeurs, ceux qui ont déjà entendu parler de Nubank. Nubank, c'est une banque en ligne, donc digitale, qui est en fait une application qui vous envoie une carte de crédit. Hein. C'est aussi simple que ça, qui n'a pas une seule agence, qui a un seul bureau dans tout le Brésil, qui est celui qui est, d'ailleurs, on voit sur le premier slide, à São Paulo, et qui est pour moi symbolique de ce que le Brésil peut faire dans cet univers digital à bien des aspects. La première chose, c'est que c'est une banque donc, qui est née au Brésil, mais qui est en fait vraiment internationale dans le sens où le fondateur, c'est un Colombien qui était en fait au Brésil représentant d'un fonds VC très connu américain qui s'appelle Sequoia et qui pendant plusieurs mois, voire années, a cherché des opportunités avant de dire en fait la meilleure opportunité, je vais la créer moi. Et donc, il a monté Nubank pour attaquer ce marché extrêmement oligopolistique et complexe de la banque au Brésil. Donc ça, c'est un deuxième symbole important, c'est que le Brésil est truffé de marchés qui sont oligopolistiques et dans lequel le digital offre une opportunité inespérée, si on regarde les 50 dernières années, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup, de casser et de remettre en cause ces situations d'oligopole. Je trouve que l'autre symbole très fort, c'est qu'on voit que Nubank a levé des fonds de manière assez prestigieuse, enfin vraiment énormément d'argent. Ce qui est aussi un symbole fort du Brésil, c'est qu'il y a effectivement, quand les startups commencent à bien marcher au Brésil, elles sont lourdement financées. Donc, c'est pas du petit joueur. Quand ça marche, les investisseurs internationaux et brésiliens mettent beaucoup d'argent pour backer leurs champions. Et c'est aussi un dernier symbole, Nubank, parce que c'est la première, ce qu'on appelle décacorne. Donc, c'est plus une licorne qui vaut 1 milliard, c'est une décacorne qui en vaut 10. Donc, elle a dépassé en 2019 la valeur de 10 milliards de dollars. En non coté, en tout cas, c'est la première startup brésilienne créée dans ces 20 dernières années qui atteint cette valorisation. Donc, c'est aussi un symbole très fort. Comme j'ai dit, elles attaquent un marché oligopolistique. Au Brésil, il y a 5 banques qui conçoivent 85% du marché. Et parmi ces 5 banques, une seule étrangère qui est Santander. Euh, Elle a vraiment cette approche très forte de succès via la satisfaction client. Je crois que le succès de Nubank et de Inter, dans une moindre mesure, qui est celui qui est à droite là, sur le slide, c'est sa satisfaction client. Là, on mesure le NPS. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce critère. C'est la mesure de satisfaction où on vous demande enfin, c'est un calcul où on vous demande de 0 à 10 combien vous recommanderiez un service à quelqu'un, à un ami. Si tout le monde dit 10, vous avez 100, donc c'est la note maximale. Si tout le monde dit 0, vous avez moins 100. Et vous voyez que les banques, elles sont entre 20 et moins quelque chose, donc elles sont pas terribles. Et Nubank est exceptionnel, c'est-à-dire que vraiment les clients de Nubank adorent, sont très heureux, très contents, le service client marche. La Banque centrale a récemment lancé une initiative assez géniale de mon point de vue, qui s'appelle un nouveau système de paiement instantané 24 heures sur 24 qui s'appelle Pix. Donc pour remplacer le système de virement un peu, même s'il était digital, donc qui était plutôt bien en son temps, mais qui devient un peu compliqué aujourd'hui. Et Pix, ça vous oblige en fait à enregistrer des clés, c'est-à-dire que vous pouvez enregistrer votre CPF, qui est votre numéro fiscal, tous les Brésiliens connaissent ça par cœur, votre email ou votre numéro de téléphone, vous avez plusieurs clés, et vous pouvez les attribuer à des comptes bancaires. Ce qui fait qu'ensuite, vous pouvez donner à quelqu'un votre clé, en disant bah, envoie-moi de l'argent sur matt@lewagon.org, et la personne, en rentrant cet email,
via la banque centrale qui centralise tout ça, vous envoie de l'argent sur le compte bancaire que vous avez associé à cette clé. Et Nubank, qui est donc une banque toute nouvelle, elle a concentré 50% des enregistrements de clés. C'est-à-dire qu'il y a eu, je ne sais plus, 15 ou 20 millions de clés enregistrées depuis le lancement, donc en un mois et demi. Et 50% de ces clés sont attribuées à Nubank. Vous imaginez la part de marché sur ce truc très moderne, très nouveau que Nubank a acquis. C'est une vraie révolution. Et les derniers symboles qui est pour moi très important, c'est que quand vous regardez le nombre de clients, d'utilisateurs clients de Nubank, et que vous comparez aux champions équivalents de ces marchés de néobanques européens, donc c'est Revolut, N26, Monzo, voire américain, qui est la banque Chime, vous êtes à des années-lumière. C'est-à-dire que Nubank est plus gros en nombre de clients que tous les Européens réunis dans le top 10 et 4 fois plus gros que le premier américain. Donc vraiment, ça prouve que quand vous êtes sur le bon marché avec le bon produit, etc., le Brésil est un Eldorado incroyable qui permet de créer des succès aussi forts que Nubank, quoi. Voilà. Donc, si la question se pose de est-ce que les startups ça marche au Brésil, je pense que la réponse est claire. J'avais le petit document à gauche, c'est moi qui l'avais compilé. Il a 2 ans d'âge, donc il est un peu outdated, mais ça avait vocation de montrer que voilà, l'écosystème brésilien il est peuplé de tout un tas de choses. Il y a des accélérateurs, des médias, des VC, des investisseurs en capital locaux, mais aussi globaux, comme Sequoia qui a mis de l'argent dans Nubank, des corporates, etc. Il y a tout, et évidemment des entités publiques qui participent à tout ça pour essayer d'accélérer l'agenda. Et si j'ai récupéré un truc plus récent à droite qui parle que des fonds Angel et VC, donc qui date de 2019. Et là, vous voyez qu'il y a encore plus de logos, donc ça tiendrait plus dans mon slide de l'époque. Donc, à la question, mais est-ce que il y a des gens qui financent les startups? Est-ce qu'il y a des grosses startups? Est-ce que l'écosystème d'innovation se structure au Brésil? Je pense que la réponse est clairement oui. Si vous regardez les chiffres en montant d'investissement en millions, alors j'ai des chiffres qui illustrent, pour comparer 2020, les 5 premiers mois de l'année seulement. Donc vous voyez que de 2017 à 2020, malgré le Covid, 2020 est une année record. Donc on parle de juin à mai, donc Covid bien déjà installé. Et le truc intéressant, c'est que vous voyez que le nombre de deals a tendance à diminuer. Donc, on voit que ça se concentre, les investissements. Donc, ça, c'est typiquement quelque chose, une réaction de Covid. Vous avez tendance à… J'ai été VC dans une autre vie, donc je connais bien le sujet. Vous avez tendance à réinvestir sur vos champions plutôt que d'aller multiplier des nouveaux paris sur des nouvelles entreprises. Donc, ça, c'est une réaction assez classique. Mais bon, l'investissement est là, bien là. Et quand vous regardez le nombre de licornes, c'est-à-dire d'entreprises dont la valorisation dépasse le milliard de dollars, vous avez, alors non pas 11, mais moi j'en compte 12. Mais bon, j'avoue que le comptage est compliqué parce que est-ce que vous comptez encore les licornes qui sont déjà en bourse comme Stone et PagSeguro, ou est-ce qu'on considère qu'une fois en bourse, elles ne sont plus des licornes? C'est compliqué. En tout cas, sur 2019, le Brésil était le 3e pays au monde en nombre de nouvelles licornes. Nouvelles, c'est-à-dire qui ont acquis ce statut de licorne en 2019 avec banque Logi d'ailleurs créé par un Français, Fabien Mendes. Wildlife, c'est très intéressant, c'est une boîte de jeux vidéo, de gaming mobile. Et puis des plateformes comme iFood ou 99. Donc vous voyez une variété assez forte, très fintech, hein, parce qu'entre eBanks, PagSeguro, Stone, Nubank, tout ça c'est plutôt lié à la finance où il y a des énormes opportunités, mais il y a aussi des marketplaces, du jeu. Logi, c'est de la logistique, donc c'est vraiment au départ des motoboys et maintenant un système qui permet d'attaquer pour l'e-commerce la logistique dans un pays immense. Donc il y a énormément de choses à faire. Alors pourquoi est-ce que le Brésil vraiment décolle sur ces sujets-là? D'abord parce que je pense que le digital a vraiment pris au Brésil. On parle d'un pays donc déjà suffisamment gros pour avoir ces effets de volume, hein, 200 millions d'habitants, mais dans lequel basiquement tout le monde a un téléphone portable, dans lequel le nombre d'utilisateurs d'Internet est maintenant à 71% de pénétration, une population extrêmement active sur les réseaux sociaux, donc non seulement connectée, mais vraiment très, très, très engagée. Ça,
pour avoir lancé Deezer, donc streaming de musique en Amérique latine et au Brésil, dans un marché où Spotify n'était pas encore là. Donc, on a vraiment fait l'explication de ce que c'est que le streaming, etc. On a vu à quel point la population brésilienne est early adopter dans l'âme, c'est-à-dire vraiment capable de se passionner et d'adorer quelque chose de nouveau et de le divulguer, de le partager pour que tout le monde l'utilise très très vite. Donc, vraiment une mentalité assez favorable à tout ce qui est innovation et nouveauté, une fois que vous avez évidemment adapté votre produit et l'expérience au Brésil, ce qui est très important. Dans le cas de la musique, il fallait évidemment avoir les bons catalogues parce que les Brésiliens, ils écoutent à 70% de la musique brésilienne. Euh, En termes de qualité de l'Internet, bah, vous voyez que le Brésil est plutôt dans la bonne tendance, je dirais. Donc, c'est loin d'être honteux. La vitesse donc, moyenne pour les connexions fixes augmente. Ils sont en train de mettre en place la 5G. Alors, je sais pas, je suis bien capable de vous dire quand est-ce qu'elle va être définitivement en place, mais ça arrive. Et on voit que voilà, l'infrastructure, en tout cas digitale, qui supporte tout ça, avance d'année en année et avance vite. Alors évidemment, des usages très digitaux, la grande majorité des Brésiliens découvrent l'Internet par le mobile, donc il faut être vraiment mobile first. Et il y a énormément de toutes les startups dont je vous ai parlé qui sont B2C. Elles sont avant tout vues comme une application dans la plupart des gens. Quand vous demandez ce que c'est que iFood, Nubank, les gens vous répondent bah, c'est une application qui fait ci, ça, ça. Donc ils ont vraiment une mentalité mobile. On ne parle pas d'un service. Et nous, on l'a vu sur Deezer. Deezer est né en France comme un site internet. Au Brésil, c'était une appli. Je voudrais aussi souligner le fait que pour le Brésil, on a aussi, je pense, un contexte public, je dirais étatique, en tout cas réglementaire favorable. Alors historiquement, et ça je ne vais pas l'apprendre à Yuri, la bureaucratie, la fiscalité brésilienne sont extrêmement complexes et on est encore très très loin d'être aux standards, je ne dirais même pas internationaux, mais d'avoir amélioré. Enfin, en tout cas, la fiscalité, c'est vraiment le sujet le plus complexe à attaquer pour le Brésil et ça le reste malheureusement, même si on parle d'une réforme fiscale à la fin de l'année. On verra quand elle sera mise en place. Mais la tendance est vraiment, je trouve, positive. D'abord, sur les effets de corruption. Alors, tout le monde a entendu parler de la fameuse affaire du lavajato qui a touché jusqu'aux plus hautes instances de l'État. Je ne sais pas si c'est la conséquence d'une politique plus antérieure ou si c'est la cause. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que objectivement, et moi je fais des affaires au Brésil depuis maintenant 8 ans, j'ai jamais été confronté personnellement à des demandes de pots de vin, etc. Donc on sait que ça existe, on sait qu'il y a du financement occulte de partis politiques, ne cachons pas derrière notre petit doigt, mais dans la vie de tous les jours pour un entrepreneur, sauf si je pense vous êtes sur des marchés extrêmement parapublics, où là, je ne mettrai pas ma main coupée que vous ne devez pas y passer. En tout cas, moi j'ai monté des boîtes, donc Deezer, j'ai monté une boîte de cours d'informatique. Même pour obtenir la licence pour les bureaux, on m'a jamais rien demandé. Donc, et pareil pour un conducteur qui va à la plage et qui se fait arrêter par la police, assez classique, notamment au Mexique. Ça n'arrive jamais qu'on vous demande, enfin c'est très très rare qu'on vous demande de l'argent et donc ça c'est important parce que je pense que le Brésil au sein de l'Amérique latine fait partie des bons élèves là-dessus euh, et, euh, et je ne suis pas naïf, je ne dis pas que ça n'existe pas, je dis juste que c'est quand même assez rare, c'est plutôt l'exception que la règle. En revanche, sur les sujets évidemment de temps d'ouverture d'une entreprise, de paperasserie administrative, le Brésil est plutôt à la traîne, je dirais. Même si on voit qu'il s'améliore, le temps d'ouverture typiquement d'une entreprise nouvelle, on est encore dernier, mais si on regarde les chiffres 2015 versus 2019, on a quand même fait des bons énormes. Mais bon, il y a encore du boulot. Voilà. Pix, dont je vous ai déjà parlé, c'est pour moi un des exemples aussi de l'effort que fait la puissance publique pour essayer en fait d'utiliser le digital pour amener de l'innovation et notamment casser ces oligopoles. Donc, dans l'univers bancaire, c'est flagrant. Vraiment, la Banque centrale a énormément réfléchi à mettre en place des réglementations qui s'adaptent à la taille de la société. Donc, laisser les startups pouvoir ne pas devoir installer des bureaux de compliance qui coûtent plusieurs millions d'euros par an juste à gérer les gens, quand vous êtes une startup dont le risque, si elle fait n'importe quoi, concerne 3 entreprises et 25 personnes physiques. Donc
y a tout un cadre légal qui a été créé extrêmement, pour moi, astucieux, où on essaie d'accompagner la croissance de ces fintechs, de ces startups dans la technologie, où la Banque centrale comprend bien qu'on ne peut pas donner exactement les mêmes règles à Itaú, qui est un leader incontesté et qui fait des fortunes en profit chaque année, et à une startup qui essaye de l'attaquer sur un petit micro-marché, que ce soit le change ou le prêt aux entreprises ou le prêt entre personnes physiques. Donc il y a une vraie volonté de s'adapter et de laisser jouer un peu tant que le truc reste petit, en tout cas sans appliquer des règles absurdes pour leur taille, mais évidemment de les faire rentrer dans des réglementations qui seraient les mêmes que les grands players lorsque leur taille grandit. Et Pix, là pour le coup, c'est une initiative vraiment pour là aussi casser un peu je dirais les réserves de marché de ces grands groupes bancaires dans lesquels effectivement ils sont tous connectés entre eux, mais c'était compliqué pour des nouveaux entrants. Et donc Pix, c'est devenu un standard qui va libéraliser le transfert en direct et quasiment instantané d'argent entre à la fois personne physique à personne physique, mais aussi personne physique à entreprise. Et bon nombre de grandes banques qui avaient l'habitude de facturer des taux et des frais absurdes pour le transfert TED et DOC, les fameux DEC, TED et DOC, dont j'ai jamais bien compris la différence. D'ailleurs, il y en a deux, mais bon, c'est pas très clair pourquoi il y en a deux. Pix, théoriquement, devrait casser tout ça, on l'espère. On croise les doigts. Réponse dans un mois. Et puis là, une dernière illustration de cette tendance, donc, je ne sais pas si Yuri peut peut-être en parler au moment des questions, mais il y a une nouvelle loi sur les startups, donc qui a vocation à, alors c'est pas encore très clair dans ma tête, mais il y a vocation principalement à faciliter l'investissement, donc distinguer bien la figure de l'investisseur de la figure de l'administrateur pour pas que vous soyez responsable sur vos biens propres si jamais la startup ne marche pas. Donc ça c'est bien parce que ça donne de la protection aux investisseurs et donc ça fomente l'investissement dans des boîtes technologiques. Il y a des sujets autour de la fermeture des entreprises parce que je crois que l'un des sujets dans lequel le Brésil était encore pas mal en retard, c'est les sujets de liquidation judiciaire où ça met 15 à 16 ans pour fermer une boîte en gros quand elle a des actifs et des dettes. Bon, ils essayent dans cette loi-là d'essayer d'inclure une nouvelle réglementation pour faciliter. Alors, je ne sais pas s'il y aura les administrateurs judiciaires comme on a en France, mais en tout cas, l'idée c'est de moderniser un peu cette dimension-là qui a aussi vocation à faire tourner la machine économique plus vite et avec moins de frottement. Et au-delà de ça, je pense qu'il y a une modification, mais ça on le voit dans le monde entier, hein, pour être franc, culturelle. Je trouve que les entrepreneurs deviennent les nouvelles rockstars. Je ne sais pas si ça date du livre, du fameux film sur social network avec la création de Facebook, mais on voit de plus en plus de jeunes qui sortent d'école, d'ingénieurs bien formés, etc., dont le rêve est de créer une boîte et non plus soit d'intégrer une très grande boîte, soit de faire autre chose dans la vie. Donc vraiment, ça c'est intéressant parce que je pense que ça favorise l'émergence de nouveaux secteurs, ça met plus de concurrence, ça justifie, ça aide à combattre un problème antique du Brésil qui est l'inflation, parce que on se parle souvent, l'inflation vient aussi de ces situations de oligopole où les gens s'arrangent entre eux pour faire des prix. Donc tout ça, je le vois d'une façon très favorable. Évidemment, il y aura de la casse, évidemment, il y aura des scandales, des boîtes dont on espérait qu'elles deviennent merveilleuses, mais en fait, elles auront ruiné leurs investisseurs, mais ça fait partie du jeu. L'important, c'est pas tellement cette casse-là, mais c'est plutôt qu'il y ait des champions qui changent durablement les pratiques. On le voit, alors je cite beaucoup un document qui s'appelle, enfin j'ai oublié le nom du document, mais qui a été réalisé par Atlantico, qui est un VC brésilien, vous voyez quand les slides sont bleus comme ça, je leur ai piqué directement de leur présentation. Si vous voulez, je pourrais vous envoyer le doc à la suite de cette présentation. Et là, c'est l'exemple sur justement l'impact culturel où on voit que les entreprises, les startups, les entreprises de technologie deviennent de plus en plus attractives pour les jeunes, des universités bien formées qui considèrent que c'est une voie possible et en tout cas sexy de faire carrière. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir que du côté des marchés publics, donc Ibovespa, qui est le marché d'actions brésilien, la bourse, on est encore très en retard. On est malheureusement au niveau de l'Amérique latine, mais on est à 2,5% seulement de stock
technologique au sein de tout ce qui est coté en bourse. Donc ça, pour moi, je le vois comme une énorme opportunité parce que ça ne peut que grandir. Si on regarde d'ailleurs le peu de stocks qui sont technologiques, ils ont une performance bien meilleure sur le 2020. Alors ça, c'est vrai sur tous les marchés, mais c'est aussi vrai au Brésil. Donc vous voyez que l'indice tech, post-Covid, il est largement au-dessus de ce qu'il était en décembre, alors que les banques sont à moins de 32%, les commodities sont presque en ligne, et IBOV, c'est-à-dire l'indice général, il est à moins de 13% début octobre, quoi. Donc vraiment la tech est encore petite au sein du truc, mais elle grandit avec appétit. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que le leader technologique et maintenant du coup la plus grosse capitalisation boursière d'Amérique latine, c'est Mercado Libre. Alors Mercado Libre, c'est pas brésilien, c'est argentin, mais bon, le Brésil est leur plus gros marché, donc en tout cas c'est LATAM. Et la performance du stock Mercado Libre est sur 2016-2020, vous voyez qu'elle est supérieure à celle de Amazon, qui est pourtant pas ridicule. Donc vraiment, on a un champion là qui j'aurais pu citer en exemple d'ailleurs au même moment que Nubank, mais je l'ai pas choisi parce qu'il est pas brésilien, et qui prouve que la révolution technologique, elle impacte aussi le LATAM en plein et avec un champion parmi d'autres. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que l'Amérique latine a créé ses propres champions. C'est-à-dire que ce que l'Europe n'a pas réussi à faire, parce que objectivement en France et en Europe, en tout cas, il n'y a pas autant de champions vraiment typiques comme vous l'avez en Amérique latine. Amazon a beaucoup plus de mal sur le marché brésilien qu'elle n'en a jamais eu en France. Je sais de quoi je parle parce que j'ai participé au lancement de Amazon il y a 20 ans en France. Je dis pas que Fnac était pas dur à obtenir, mais enfin, en tout cas aujourd'hui, je pense que la messe est dite. C'est pas le cas, loin de là en Amérique latine. Voilà, c'est en train d'échanger. Donc, on voit qu'il y a des IPO, des entrées sur le marché qui ont lieu, même en 2020. LocaWeb, qui est un équivalent d'Amazon Web Service, donc qui fait des services de hosting, s'est mise en bourse cette année, juste avant le Covid. Et vous voyez, même post-Covid, elle a réussi à avoir une très belle performance. Donc, ça prouve bien que le marché est en train de, parce que je parlais d'écosystème de start-up, on démarre avec on démarre avec les business angels, mais il faut aller jusqu'à la fin, et la fin en général, c'est la mise en bourse. Donc même la fin, vous voyez que ça commence à avoir de la gueule, comme on dit, et on voit des champions qui performent. D'ailleurs, sur les fameuses licornes dont j'ai cité les exemples au début, il y en a déjà deux Stone. Alors Stone, c'est marrant, elle est cotée aux États-Unis, c'est coté au Nasdaq, et Pax Seguro qui est coté là pour le coup au Brésil. Donc déjà deux en bourse, mais il y en a tout un tas qui envisagent d'y aller. Je les ai mis à gauche, Enjoy, Melius, et puis un fonds, une holding qui a plusieurs entités internet. Donc la plus connue, je pense, c'est Buscapé, qui est un comparateur de prix. Donc ça, c'est celles qui veulent se lancer en bourse en 2020. Donc elles ont déjà enregistré. Je ne sais pas si elles vont y arriver d'ici la fin 2020, parce qu'il reste 2 mois, un mois même. Mais en tout cas, on voit que la file a jamais été aussi longue d'IPO tech pour les marchés brésiliens. L'e-commerce est en plein boom, même si vous voyez que les pourcentages sont encore faibles, 5,8% en 2019, mais ça augmente. Donc on est là aussi, on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. C'est encore faible, certes, mais ça veut dire qu'il y a encore plein d'espace pour grandir. Et vous voyez que sur évidemment l'effet Covid, mais ça on l'a vu partout dans le monde, fait que les gens n'ayant plus la possibilité d'aller dans les boutiques, se sont rués sur les sites d'e-commerce. Donc le 5,8, il a quasiment doublé en l'espace de 10 semaines. Donc on a fait autant de voyages de 0 à 6% depuis la nuit des temps jusqu'à 2019. Et en 2020, on a fait le même voyage, c'est-à-dire qu'on a regagné 6% de pénétration sur le varejo, c'est le retail. Voilà, je sais que par contre, juste après ce 12,6%, ça a rebaissé un peu au moment où ça a déconfiné. Mais bon, en tout cas, je pense que les gens découvrant que ça marche bien sur l'Internet ne reviendront pas de sitôt aux pénétrations antérieures. Et sur les ad-tech, pareil, qui sont les deux gros sujets, e-commerce et ad-tech. Pour les startups, la tech, vous voyez que c'est aussi, là je vois aussi une opportunité, c'est-à-dire qu'autant vous voyez aux États-Unis, si vous comparez les dépenses et le temps d'attention, entre guillemets, c'est-à-dire que le nombre d'heures que passent les gens par canal, par média, c'est devenu assez similaire, c'est-à-dire qu'en gros dans le digital, vous avez 58% des dépenses et 58%, alors je fais mon truc qui cache, mais vous avez en tout cas des choses similaires. Au Brésil, pas du tout. Au Brésil, vous voyez que vous avez
Le digital, c'est 70% des usages et encore que 37% des investissements. Et la TV, qui est passée à 19% des usages, concentre encore 45% des investissements. Donc ça prouve que voilà, il y a encore le marché de l'advertisement digital et des dépenses marketing digitales. Il a encore de quoi faire afin d'attaquer la télé, pour faire simple. Voilà, j'espère que c'était clair. 12h59, je donne l'heure de São Paulo, donc 17h pour vous. J'espère que ça vous a intéressé.